Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. Oui, dans mon cas, on pourrait dire que j'ai la broue dans le toupette. Oh oui, hein? Il y avait une conférence de presse à 11h ce matin. Ça devient toujours assez difficile de revenir pour midi quand ça se prolonge, mais c'était très, très intéressant, le point de presse de ce matin. On a regroupé à la fois des gens d'affaires, des directeurs de PME à cette île et des gens du milieu communautaire pour justement nous montrer réellement la situation économique actuellement, là, les conséquences du ralentissement économique, c'est incroyable. Là. Il y a des gens qui sont venus témoigner, là, leur chiffre d'affaires a chuté de plus de 40% au cours des 2 dernières années. Des entreprises comme le groupe Nordique avec Régis Bouchard qui a témoigné, également Madame Wittom de distribution JRV. Ce point de presse il était organisé par le collectif, le nouveau collectif Cette île Avenir, Agir Avenir. Nous aurons des porte-paroles de ce collectif aujourd'hui qui seront avec nous, dont Nicolas Lapierre du syndicat des métallos. On le sait, le collectif regroupe 7 organisations du milieu syndical, du milieu économique et du milieu de l'éducation. Et là, ce matin, on a un peu élargi, finalement, en impliquant des PME et en impliquant le secteur communautaire. Il y a eu le témoignage du président également du comptoir alimentaire de cette île. Là. Le nombre de demandes est vraiment en croissance depuis que l'économie va mal à cette île. Et bien sûr, ce collectif, il a été créé pour interpeller le gouvernement du Québec. On veut mettre l'urgence là sur la situation à cette île. On demande des fonds publics urgents là pour soutenir les PME, soutenir les emplois. C'est vers 12h25 qu'on va revenir sur ce sujet. Nicolas Lapierre du collectif Cette île Agir Avenir sera avec nous et également Doris Nadeau de Transit Cette île. On va résumer ce point de presse de ce matin. Avant ça, Valérie, il faut quand même faire le point sur la situation. Hein? Ça coule encore foncé dans les aqueducs à cette île. Tout à fait. Et écoute, depuis hier soir que c'est comme ça, en fait, c'est 3 bris majeurs qui sont survenus au courant de la nuit sur le réseau d'aqueducs à cette île. Donc, si vous restez à Galix, si vous restez à Moisy, vous êtes bien amenez de l'eau, chanceux. Ouais, c'est ça, amenez de l'eau. D'après moi, vous allez faire bien des amis pour les prochaines heures, les prochains jours. Parce que là, on est en train de travailler là-dessus. Mais bon, c'est certain que ce midi, on veut faire le point avec Claude Bureau et Michel Tardy de la ville de Claude Bureau, le directeur général de la ville qui sera donc avec Claude nous. Bureau sera avec nous pour nous dire là, comment ça se déroule jusqu'à maintenant, quelles sont les marches à suivre aussi, parce que là, on a un avis d'ébullition pour ceux qui ont l'eau claire, mais il y en a qui ont une eau trouble, une eau brunante, il y en a même qui voient ce qui ressemble à de la terre là dans leur eau. Bref, c'est une situation assez particulière et je pense que c'est de mise qu'on fasse le point ce midi. Ce sera aux alentours de 12h15. Oui, moi je les trouve bons en situation d'urgence, la ville de cette île. On se rappelle du 30 décembre dernier, là, le directeur général de la ville s'est ramassé très rapidement sur le terrain. C'est vraiment des mesures d'urgence là, lors de la tempête. Encore cette nuit, là, il a fallu se revirer de bord sur un 15 cents. C'est pas ça, hein, l'expression, c'est un 10 cents. 10 cents, c'est ça. Mais là, écoute, peut-être que la situation était grosse, donc on se revire sur un 15 cents. Mais non, c'est ça. Puis dès ce matin, là, nous, on avait plein d'informations aussi pour les gens. Donc, c'est vrai qu'ils font un bon travail dans ce cas-là. Dès 12h15, le directeur général de la ville de cette île, Claude Bureau, sera avec nous pour faire le point sur les bris au réseau d'aqueducs à cette île. En dernière partie de l'émission, on a aussi 2 entrevues à vous offrir. D'abord, Bermance Boudreau, le maire de Havre-Saint-Pierre, sera avec nous. On va parler de la situation économique. C'est pas diable plus rose là du côté de Havre-Saint-Pierre et de la Mingani sur le plan économique. Le ralentissement dans le secteur minier, on le sent aussi à Havre-Saint-Pierre. Là, on a repris le travail cette semaine à la mine Tio, mais il y a quand même moins de monde puis moins de semaines. La saison de production est moins longue chez Rio Tinto Fer et Titane. Et on va aussi parler avec le maire de Havre-Saint-Pierre de sa rencontre la semaine dernière avec un comité de l'Union des municipalités du Québec concernant les tarifs aériens en région. Mais ça, c'est une autre affaire qui nuit au développement économique régional. On en parle avec Bermance Boudreau, maire de Havre-Saint-Pierre, vers 12h40. Et en fin d'émission, notre chronique
chronique économique. Rossel Tremblay de Développement économique Sept-Îles sera avec nous. D'abord pour nous parler du gaz naturel. L'importance d'une desserte en gaz naturel, c'est encore très important pour les grandes entreprises de la Côte-Nord et pour les projets futurs aussi. On va parler aussi à cette chronique économique des perspectives de relance dans le secteur minier. Voilà, donc avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais oui, des petites et moyennes entreprises, de même que des organismes communautaires de Sept-Îles, unissent leur voix à celle du collectif Sept-Îles Agir Avenir pour interpeller le gouvernement du Québec afin d'obtenir des mesures à court terme dans le but de préserver le tissu socio-économique actuel. Un point de presse du collectif regroupait des dirigeants de PME ce matin et des représentants du milieu communautaire. Il y a entre autres Madame Odette Whittam, directrice des finances chez Distribution JRV. C'est la plus vieille entreprise, le plus vieux commerce ça, à Sept-Îles. Eh bien, elle est venue expliquer la situation vécue dans son organisation, là, directement touchée par le ralentissement économique. Le chiffre d'affaires a baissé d'autour de 40% depuis la fermeture du lac Bloom. Il y avait Régis Bouchard du groupe Nordique là, qui est aussi venu expliquer la situation au sein de son entreprise. C'est ça. Du côté communautaire, Doris Nadeau de Transit Sept-Îles et le président du comptoir alimentaire sont venus expliquer les conséquences également de ce ralentissement économique là sur les citoyens les plus démunis de notre communauté. Jean, on en a parlé en ouverture. 3 bris majeurs qui privent une bonne partie de la population de Sept-Îles d'eau potable ce matin. Le bris est survenu à l'angle des rues Napoléon et Como vers 21h hier soir, le premier bien sûr. Il y a 2 autres bris de tuyauterie qui sont survenus à 2h du matin sur la rue Holiday. Dans les 3 cas, il s'agit de conduites de 12 pouces. Les réparations qui sont amorcées depuis hier soir, du côté de la ville, on a bon espoir de compléter les réparations aujourd'hui. On va être à même d'avoir les derniers détails là-dedans avec Claude Bureau de la ville de Sept-Îles. Il y a 2 jeunes entrepreneurs natifs de Sept-Îles, Jean-Félix Bureau et Pierre-Antoine Morancy, qui opèrent un restaurant nouveau concept à Sept-Îles. Leur succès semble instantané. Tartare Station pourrait devenir une chaîne s'étendant jusque sur la Côte-Nord. Pierre-Antoine Morancy est confiant pour l'avenir de sa nouvelle entreprise. On vit un rêve en ce moment, étant justement des gens qui travaillent fort puis qui ont tout le temps cherché une façon de se démarquer un peu dans la vie. On voulait se lancer en affaires étant un peu plus jeune, puis là avec un concept de restauration nouveau, les gens l'apprécient beaucoup, on ne pourrait pas demander mieux. Les 2 jeunes hommes d'affaires sont associés à la famille Blanchette, propriétaire des restaurants Thai Zone et des bars La Petite Grenouille. Les 2 Sétiliens ont géré les magasins de cigarettes électroniques VapoShop avant de lancer en février dernier Tartare Station. Le comptoir restaurant propose un produit alimentaire de qualité à bon prix avec service rapide et livraison. Jean-Félix Bureau explique le concept. C'est ça, à la base, un poke bowl, c'est vraiment un bol, c'est un sushi décomposé, c'est un bol de riz avec différents agencements de fruits et légumes. Nous, on vient simplement choisir on a 5 sortes de poke bowl, on a une dizaine de sortes de tartare, on agence le tartare de notre choix au poke bowl de notre choix. C'est pas mal ça. L'expansion avec des franchises Tartare Station ailleurs au Québec, peut-être même une à Sept-Îles un jour, pourrait commencer dès 2017. Le travail a recommencé cette semaine à la mine Thio au nord de Havre-Saint-Pierre après un long arrêt de production. Environ 200 personnes ont repris leur emploi lundi pour Rio Tinto Fer et Titane. La compagnie prévoit en 2017 2 périodes de 12 semaines d'exploitation de la mine, de transport du minerai jusqu'aux installations portuaires et de transbordement pour acheminer le tout aux usines de Sorel. Depuis 3 ans, Rio Tinto a réduit la saison de production et le nombre de travailleurs à Havre-Saint-Pierre, ce qui déstabilise l'économie locale. Le maire Hermance Boudreau garde espoir d'une reprise dans l'industrie minière et un retour au niveau de production connu dans le passé. Le plus décevant, c'est que le chantier d'Hydro-Québec pour la construction de 4 centrales sur la rivière Romaine n'apporte pas les retombées économiques espérées par la région, affirme le maire de Havre-Saint-Pierre.
On a subi le ralentissement dans le dossier des mines. Et au niveau des retombées romaines, on aurait toujours voulu en avoir plus que ce que c'est qu'on a eu. On avait des travaux importants qui étaient annoncés. Exemple, la construction du complexe aquatique qui est un 15 millions, la caserne incendie qui est un autre 5 millions. C'est des choses qui sont faites qui ont quand même permis à des gens d'être capables de travailler aussi. Le maire du Havre, Bermance Boudreau, souhaite une plus grande diversification de l'économie locale pour le tourisme notamment. Plusieurs pêcheurs de crevettes retardent présentement leur début de saison de pêche parce que le prix offert par les usines de transformation ne leur convient pas. En raison d'inventaires de crevettes congelées élevés, les industriels proposent un prix 40% inférieur à celui de l'an dernier. Le pêcheur de crevettes de cette île, Jean-Pierre Elemens, perd espoir d'en arriver à une entente. Il estime que les propriétaires de bateaux de pêche de la crevette subiraient des pertes en acceptant le prix proposé actuellement par les usines. Et un nombre record de 180 joueurs ont participé au 12e Slam Révolution du Cégep de Sept-Îles samedi et dimanche. La compétition de jeux vidéo s'est déplacée dans le gymnase qui a permis d'accueillir plus de joueurs. L'activité organisée par les étudiants en technique de l'informatique a regroupé des participants de la Côte-Nord, Québec et Saguenay. Le coordonnateur du rassemblement, Martin Michaud, croit que les changements apportés pour cette édition lui donnent une envergure provinciale. Ça complète ce bulletin d'information régionale. Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Claude Bureau, est avec nous dans quelques instants pour nous parler des bris majeurs subis sur le réseau d'aqueduc. Attitude. La meilleure expérience télé devrait être à votre image. Vous devriez choisir les chaînes que vous voulez. Recevoir des recommandations basées sur ce que vous aimez. Recherchez vos émissions dans Netflix, sur la télé en direct et sur demande à partir d'un seul endroit. Regardez vos enregistrements sur vos appareils mobiles où et quand vous le voulez. Ça, c'est la meilleure expérience télé. Avec le trio illimité de Cogeco, obtenez la meilleure télé, Internet et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Cogeco, passez en mode épatant. Hey Dave, je sais tellement pas quoi faire, là. Qu'est-ce qui se passe là, Matt? Mais là, je veux m'acheter un skidoo chez Atelier Laforge, mais j'hésite entre un 2017 ou un 2018, parce que les offres sont malades pour les deux. Ah ouais? C'est quoi les offres? Ben, il y a 2017 $ de rabais ou 0% d'intérêt sur un financement de 60 mois sur les skidos 2017. Ah oui, mais prends ça. Oui, mais pour les 2018, il y a 4 ans de garantie sur tous les véhicules en précommande jusqu'au 19 avril. Ah ben là, c'est sûr, prends ça d'abord. Hey, merci de ton aide. Des offres imbattables pour une durée limitée. Chez Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or. AtelierLaforge.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Ben Valérie, on a le directeur général de la ville de Sept-Îles avec nous, ça fait qu'on va tout avoir l'information à jour. On s'est tourné de bord Saint-Dicenne à la ville de Sept-Îles. C'est quand même arrivé tard en soirée, le premier bris, là. Finalement, il y en a eu 3 bris sur le réseau d'aqueduc en ville. Claude Bureau, bonjour. Bonjour. Je dois le dire, Claude, je l'ai dit publiquement tantôt, là, mais autant le 30 décembre dernier qu'au cours de la dernière nuit, je trouve qu'à la ville de Sept-Îles, quand il y a des mesures d'urgence à mettre en place, on est là assez rapidement, quand même, hein? On vous remercie, on va prendre le compliment. Merci beaucoup. Je pense que c'est en plein temps des fêtes, là, la tempête du 30 décembre. C'était pas évident pour le directeur général. C'est dans tes fonctions, quoi. Quand il arrive un événement, tu deviens responsable de la sécurité civile, quelque chose comme ça? En fait, le titre, c'est coordonnateur des mesures d'urgence, c'est-à-dire s'assurer de la planification des services de secours sur le terrain, avec les différentes équipes impliquées, tout dépendamment, bien entendu, de la mesure d'urgence. Ça peut être l'érosion des berges, ça peut être un incendie majeur là, qui nécessite des évacuations. On a vécu les feux de forêt à une certaine époque qui a nécessité aussi l'évacuation de certains secteurs. C'est rare qu'on tombe sous les mesures d'urgence comme ça. Hein? Je me souviens, il y a quelques années, quand on avait perdu un bout de route, là, qu'on s'est ramassé isolé. Là. Je vous dis, quand on est coordonnateur des mesures d'urgence, ça vient trop souvent. Trop souvent? Oui, tout à fait. À toute fin pratique, presque à chaque année, il se passe un événement plus ou moins majeur qui fait en sorte qu'on doit intervenir. Mais disons qu'on essaie de faire notre mieux avec les moyens que l'on a. On est doté d'un plan de mesures d'urgence qui se trouve être un protocole d'intervention. Bien entendu, lorsqu'une situation d'urgence se présente, non seulement les équipes municipales qui sont mobilisées, mais aussi l'ensemble des ministères. Et au premier chef, le ministère de la Sécurité publique qui nous accorde un soutien particulier lors de ces périodes-là. J'imagine qu'on intervient avec le même esprit là partout au Québec. Dans le fond, c'est les municipalités, c'est vous autres qui êtes les plus proches là des gens. Hein? Vous connaissez le territoire. Le 30 décembre dernier, à partir de Québec ou il y a aucun fonctionnaire des ministères qui aurait pu faire ce que vous avez fait là. Non, mais on a quand même eu sur le terrain de l'accompagnement au niveau de fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique, entre autres M. Bruno Caron, là, qui était très dédié, très présent sur place avec nous, là, qui était la direction régionale de la Sécurité publique.
Donc non, c'est un soutien quand même essentiel. C'est sûr qu'il peut arriver des situations où ça sort du contrôle de la municipalité, où ça peut sortir du contrôle de la municipalité en fonction de l'ampleur de l'événement. Mais on a toujours une bonne collaboration et un bon soutien du ministère de la Sécurité publique, on les remercie. Là, quand il arrive un bris majeur au réseau d'aqueduc, on n'est pas sous les mesures d'urgence, c'est dans les choses qui sont la responsabilité de la ville, finalement. Ben, ce sont des choses courantes. Il faut comprendre qu'il peut arriver des situations comme aux îles de la Madeleine récemment, où ils sont tombés en mesure d'urgence parce que là, il y avait de nombreux bris, de nombreux citoyens qui étaient privés pour une longue période d'eau potable, puis leur situation géographique isolée, il n'y a pas de lien routier, ça constitue une situation qui est particulière puis qui peut être différente d'une municipalité comme la municipalité de cette île où on est relié au réseau provincial, on a des facilités qui font en sorte que dans une situation comme celle-là, il y a des mesures d'atténuation qui peuvent être mises en place plus rapidement. Mais là, ici, à cette île, on n'est pas dans les mesures d'urgence, mais on a quand même déployé des mesures particulières. C'est arrivé au cours de la nuit. Écoute bien, il faut faire rentrer du personnel qui n'était pas prévu nécessairement. Comment ça s'est passé hier? Le personnel col bleu sont présents sur le terrain. Tu as toujours un ou des... Il y a toujours des employés. Toujours un ou des contre-maîtres de garde, tout dépendamment de la situation. Dans un cas comme celui-là, c'est sûr que c'est les travaux publics qui sont mis à contribution pour l'identification ou la localisation des bris, puis les mesures propres à la correction de ces bris-là. Dans le cas qui nous occupe, c'est sûr qu'une situation peut dégénérer, en ce sens que ça aurait pu être une conduite haute pression, ce qu'on appelle communément un high press con. Ce qui fait que là, bien entendu, lorsqu'il y a une fuite majeure, c'est la réserve d'eau potable de l'usine d'eau qui diminue. Donc, on peut être en situation d'urgence, en ce sens qu'on peut ne plus être en mesure de distribuer de l'eau traitée à la population. Donc, ça peut dégénérer. Donc, il faut d'ores et déjà, dès qu'une situation comme celle-là se présente, essayer de mettre en place les mesures qui nous permettent d'avoir un pas d'avance en fonction des scénarios qui auraient plus d'impact là, sur la population. En fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, comme je vous l'avais mentionné, on a un premier bris qui nous a été signalé vers les 9 heures. C'était quand même une conduite importante. On parle d'un 12 pouces là, à l'intersection, approximativement à l'intersection de la rue Napoléon et Como. Donc, les premières interventions de nos équipes, ça a été d'isoler, si on veut, la fuite pour éviter justement cette perte d'eau potable-là, puis les conséquences que ça peut entraîner au niveau de notre réserve d'eau potable. Donc, on a réussi à isoler dans le but de réaliser des travaux. Ce qu'on a réalisé par la suite, c'est que la consommation d'eau à l'usine a effectivement monté en flèche, ce qui constitue un indice, c'est le fait qu'il y avait des prix additionnels. En arpentant le secteur, nos équipes ont découvert 2 autres fuites majeures, une conduite de 12 pouces aussi sur la rue Holiday. Donc, il a fallu encore là fermer les valves, isoler le secteur. Dans le cas qui nous occupe aussi, bien entendu, la réserve d'eau de la municipalité a diminué à ce point qu'on a dû injecter un peu d'eau brute du lac Rapide, c'est-à-dire l'eau non traitée, là. Non traitée, mais chlorée, okay. Qui a été ajoutée à l'eau traitée pour se permettre de maintenir, si on veut, une distribution d'eau. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que l'avis d'ébullition à titre préventif a été émis. Il y a des tests sur le réseau qui se font, qui vont être analysés dans les laboratoires à l'extérieur de la municipalité. En fait, c'est des analyses qu'on appelle bactériologiques et physico-chimiques. C'est la raison pour laquelle l'avis d'ébullition va être maintenu pendant une période de 24 heures, le temps qu'on ait une confirmation à l'effet qu'il n'y a pas de difficulté avec les paramètres qui doivent être analysés là, pour que l'eau municipale qui est distribuée soit conforme à la loi, au règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, des obligations qu'on a en vertu de la loi. Une situation quand même assez particulière, là, ce matin. On se réveille, bon, pour la plupart, on s'est couché, l'eau était bien correcte. On se réveille ce matin, on ouvre ça pour se brosser les dents, c'est brunâtre. Il y en a même, là, je voyais des photos avec des résidus dans l'eau, ce qui ressemblait à de la terre. Qu'est-ce qui cause ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en soi une contamination qui provient hors du réseau. On peut pas parler d'une contamination en soi, c'est que au fil du temps, des années, il y a des matières organiques ou autres qui s'incrustent au niveau du réseau de distribution. Ce qui fait que quand vous avez un grand coup d'eau, un effet de tourbillon dans le réseau, ça dégage ces particules-là qui se retrouvent distribuées, si on veut, dans le réseau. C'est pas un phénomène qui est particulier à cette île. La plupart des villes au Québec ont ce phénomène-là aussi lors de bris majeurs. C'est pas en soi un danger pour la santé, mais on comprendra qu'au niveau olfactif, au niveau aussi visuel, c'est pas très appétissant, pas très intéressant. C'est pas égal partout, hein. Il y a des gens qui nous ont envoyé des photos, c'était noir, comme du goudron, d'autres endroits, c'était un peu transparent quand même. Il y a certains secteurs où il y a pas nécessairement de problème. Donc, c'est pas nécessairement un danger pour la santé, mais ça cause des désagréments, c'est évident. Ce qu'on conseille aux gens, c'est d'éviter de faire de la lessive le temps que ça se rétablisse.
diminuer la consommation d'eau chaude si possible pour éviter de salir le chauffe-eau. C'est sûr que lorsque les bris seront réparés, on sera en mesure d'aviser les citoyens sur la façon de drainer leur réseau domestique pour s'assurer qu'il ne reste plus de résidus dans le réseau. En fait, ce qu'il s'agit, c'est de faire couler l'eau du bain pendant 10 à 15 minutes, le temps que ces matières-là se dégagent, en enlevant le petit filtre sur le robinet. Mais on n'en est pas là pour le moment. On attend que les bris soient réparés, Okay. puis après ça, on émettra les directives. Là, on en est où dans les travaux, justement? Est-ce qu'on travaille? On a travaillé fort toute la nuit. Il y a quand même des équipes qui sont rentrées, oui. Mais compte tenu de l'ampleur des bris, on peut s'attendre à une période entre 20 et 24 heures, là. Donc, on peut espérer peut-être qu'à minuit, ce soit revenu, là, à la normale, malgré 24 heures, début des travaux. Ce serait peut-être plus midi demain, mais on y va un petit peu. Ça va dépendre de ce qui va se passer sur le terrain au niveau de l'exécution des travaux. Pour le moment, il y a quand même 60 résidences qui sont privées totalement d'eau. On parle principalement des rues Joanne-Betts, le Courtois et le tronçon de la rue Holiday situé entre ces deux intersections-là. Donc, dans le secteur Sainte-Famille, oui. Dans le secteur Sainte-Famille. Pour le reste de la population, c'est les inconvénients liés au fait que c'est de l'eau qui est brune pour plusieurs, donc qui ne doit pas être consommée. Il y a aussi les autres dont la coloration est peut-être adéquate. On suggère de faire bouillir l'eau au moins une demi-heure avant consommation. D'ailleurs, les différents avis publics sont sur les sites de la municipalité, les médias sociaux, dans les médias d'information pour que l'information circule bien. Ouais. Au niveau du combat incendie, il n'y a aucun problème de pression. Souvent, lorsque des situations comme celle-là se présentent, parler de mesures d'urgence tantôt, c'est nous de s'assurer que notre combat incendie peut être maintenu. Si on parle d'une baisse de pression importante, on comprend que ça peut avoir un impact au niveau du combat incendie dans l'éventualité où il y avait un sinistre. Par contre, nous, on n'a pas de problème de pression. Donc, la population n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. On va juste arroser plus brun, finalement. Ça éteint un feu pareil, ça. Ça a des chances que ça éteigne le feu, quand même. Claude, j'imagine qu'on s'est posé question. Il est peut-être tôt, là, pour avoir des réponses. Les causes de ça, est-ce que ça a été un effet d'entraînement? C'est le premier bris qui a mis de la pression sur le reste du réseau? Possible, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'habituellement, il y a deux causes à ce type de bris-là. Ça peut être, par exemple, en période de dégel, comme présentement, où il y a un mouvement de sol qui fait que finalement la mouvance du sol ou du remblai qui entoure le tuyau fait en sorte qu'il brise, qu'il sectionne. Sauf dans le cas qui nous occupe à cause du profil de la fissure des conduites, on pense plus que c'est un choc thermique. Un choc thermique, c'est quoi? C'est l'eau du lac qui est très très froide par rapport à un remblai qui est plus chaud. On sait que le gel n'a pas descendu très bas dans le sol. Donc, vraisemblablement que le matériel qui entoure la conduite municipale et d'une température plus élevée que l'eau froide, ce qu'on appelle un choc thermique qui crée un bris, une section très très nette sur la conduite. C'est ce qui nous permet de penser que c'est un choc thermique qui a causé le premier bris et essentiellement les deux autres aussi. Peut-être les deux autres en conséquence d'eux, mais ça on le saura un petit peu plus tard lorsque les services techniques auront analysé l'ensemble de la situation. On a compris dans tout ça qu'on avait 3 réseaux d'aqueduc finalement à cette île, hein? Ouais. Galix puis Moisy, c'est des réseaux indépendants, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème. Eux autres, ils peuvent rire de nous autres un peu aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on a un réseau qui est à risque, quoi, qui est vieux? Non, je dirais pas on l'entretient du mieux qu'on peut, j'imagine? On n'a pas un réseau qui est vieux comparativement à d'autres villes au Québec. Là. Cette île, c'est quand même une municipalité qui est relativement jeune. La difficulté, c'est qu'à cette île, comme ailleurs au Québec, on vit dans un climat nordique. Puis qu'effectivement, lorsqu'arrive le printemps, entre autres... Les gels dégel, c'est pas évident. Comment vous dites? Les gels dégel, les périodes de dégel, ça affecte pas mal les infrastructures souterraines. Là. Tout à fait. À cette île, comme ailleurs sur la Côte-Nord, puis comme ailleurs au Québec. Le phénomène de bris de conduite pour choc thermique, c'est pas particulier à cette île. Ça existe partout. On a parlé des îles de la Madeleine récemment, mais ça arrive à Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, Val-d'Or. Donc, c'est un phénomène qui est pas particulier à cette île. Ben Claude Bureau, un gros merci pour ton passage en direct à Côte-Nord Attitude pour faire le point ce midi. Je rappelle que, en tout cas, moi j'ai vraiment eu l'impression là les 2 dernières fois où on a été dans des situations un peu urgentes à cette île qu'on a très bien fait le travail. On entend souvent, on lit souvent des critiques envers la ville de cette île, mais quand on les trouve bons, faut le dire aussi, hein, Valérie. Bon, ben tout à fait. Puis on avait l'information. Moi, quand je suis arrivée dès 6 heures, là, on avait l'information pour donner à nos auditeurs. Puis ça, c'est bien précieux. Même la responsable des communications s'est levée dans le lit. Contacté. Entre autres, on peut le nommer Mme Amélie Robillard, qui fait un excellent travail au COM pour la ville de cette île. Claude Bureau, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord.
Sept-Îles Toyota est à la recherche d'une ou d'un passionné de l'automobile prêt à se joindre à l'équipe Toyota. Viens nous voir avec ton CV au 225 Boulevard L'Or pour en discuter. Le 29 avril prochain, vous êtes conviés à la 27e édition du Gala des entreprises de Sept-Îles, les Météores 2017. 12 prix et 5 mentions spéciales seront attribuées aux entrepreneurs d'ici. L'accueil se fera à 18h. Tapis rouge, cocktail, remise de prix et soirée dansante avec DJ S2. Venez célébrer les entreprises et organisations récipiendaires. Les billets sont à 100$ plus taxes en vente à la salle Jean-Marc Dion. Pour réservation, faites le 88 962 0100 ou achat en ligne via le site web de la salle. Une invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles et d'Attraction Radio. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionseptile.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Olivier d'Occasion. Attitude. Le 22 juillet prochain, le lac des Rapides vibrera au son des tambours lors de la 9e édition des courses de bateau-dragon au profit de Transit Sept-Îles et Centraide-du-Plessis. Pour faire partie de l'action, créez une équipe. Entre collègues, entre amis, venez vivre une journée inouïe où compétition amicale et bonne cause seront à l'honneur. Pour vous inscrire ou pour plus de détails, visitez le www.bateau-dragonsept-îles.com ou téléphonez-nous au 88 965 42 90. La 9e édition des courses de bateau-dragon de Sept-Îles. Venez pagayer pour s'entraider. Je vous l'ai dit, on avait la broue dans le toupette ce matin, comme on dit, avec une conférence de presse en fin d'avant-midi. Il fallait revenir à temps pour l'émission, mais on va en parler abondamment de ce sujet au cours des prochaines minutes. C'est le collectif Sept-Îles Agir Avenir qui nous a convoqués ce matin et on avait regroupé des dirigeants de PME et des gens du milieu communautaire pour bien nous montrer là les conséquences du ralentissement économique. Il y a des gens comme Odette Whittam, qui est directrice des finances chez Distribution JRV, commerce dans le bas de la ville, le plus vieux commerce de Sept-Îles, il y a une bonne 60aine d'années, je croirais. Donc, le chiffre d'affaires a baissé de 40% depuis la fermeture de Bloom Lake. Le ralentissement économique a affecté beaucoup de PME. Régis Bouchard a donné des chiffres également. Là, il est avec le groupe nordique. Donc, là aussi, là, c'est en 40 ans d'histoire. Il a vécu les 2 pires années de l'entreprise sur le plan financier. Il y avait le président du comptoir alimentaire de Sept-Îles, il nous a parlé de 30 à 35% de hausse, d'augmentation des demandes, du nombre d'usagers du côté du comptoir alimentaire là, qui vient en aide aux personnes les plus démunies. Du côté de Transit Sept-Îles, on va voir quelle est la situation. Doris Nadeau de Transit Sept-Îles est avec nous. Bonjour Doris Nadeau. Bonjour. Également cette coalition à Sept-Îles Agir Avenir, elle regroupe 7 organisations du monde syndical, économique et de l'éducation. Le porte-parole ce midi de la coalition, c'est Nicolas Lapierre du syndicat des métallos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Hey Nicolas, avant de parler du collectif, là, je peux pas m'empêcher de te demander des nouvelles de la négociation chez ArcelorMittal. Tu es à Pont-Cartier présentement. Ça a repris cette semaine, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. On est revenu à la table et on négocie avec l'employeur et on a des discussions constructives. Bon, ben ça, c'était l'apartheid. Là, on va parler de la rencontre du point de presse ce matin. Peut-être pour bien nous expliquer, Nicolas, la volonté du collectif, c'était ça, hein, de montrer comment la situation peut être difficile à Sept-Îles en nous donnant un peu le point de vue des PME et du milieu communautaire. Oui, absolument. L'objectif premier, quand on a fait notre première conférence de presse, c'était de ratisser le plus large possible. Puis un matin, en voyant d'autres joueurs qui se rajoutent du milieu entrepreneurial et évidemment du milieu communautaire avec M. Nadeau. Bon, on est très heureux. Ça vient juste confirmer ce qu'on disait, ce qu'on prétendait, qu'on a une problématique dans la région. Il faut s'y attarder, puis il faut trouver une façon de régler ça avant que d'autres entreprises déposent le bilan et que d'autres travailleurs continuent à souffrir et puis que ça mette de la pression indûment sur les services en périphérie, particulièrement au niveau communautaire.
Oui. Il y a eu des messages clairs qui ont été adressés ce matin, là, entre autres par Régis Bouchard du groupe Nordique, là, sur le côté apolitique du dossier. Lui, il a adressé un message à des politiciens qui, à son avis, là, posent pas les bons gestes actuellement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec M. Bouchard lui-même demain. Mais tout le côté apolitique, Nicolas, on peut rappeler, là, ça a quand même fait la manchette, mais pour vous autres, c'est qu'on voulait rajouter de la pression sur le gouvernement du Québec, justement. Compléter le travail du maire, des conseillers, des élus. Oui, absolument. On travaillait pas contre les élus. Ce qu'on voulait être bien clair, c'est qu'on voulait pas qu'il y ait, mais d'aucune façon, une couleur politique à ce comité-là. On voulait plus démontrer au gouvernement qu'au contraire, il y avait une prise en charge du milieu, une prise en charge de la base, des travailleurs, du milieu entrepreneurial, du milieu scolaire. Fait qu'évidemment, on y tenait ce couleur, je devrais pas dire une couleur apolitique, mais on y tenait ce saveur-là apolitique, et on y tient encore, puis évidemment, ça a fait une petite polémique, mais c'est bien mince par rapport à tout le support qu'on a eu des différents intervenants dans la région, qui nous disaient que c'est une très bonne idée d'avoir fonctionné comme ça, et puis nous, on garde le cap, parce que nonobstant la polémique, ultimement, ce qui est important, c'est de veiller à ce que notre région s'épanouisse et qu'on continue à habiter le territoire. Hein. La Côte-Nord, là, moi, je l'aime du fond de mon cœur. Je suis un gars natif de Natashquan. J'habite à cette île depuis belle lurette. Je veux continuer à l'habiter, puis je veux pas être le seul à l'habiter. Donc, il y a une urgence d'agir. Oui. Et Doris Nadeau qui est avec nous en studio. Doris, on pense pas tout le temps à ça, hein, qu'un ralentissement économique, ça augmente la détresse des gens, l'appauvrissement, puis que dans les organismes communautaires, on peut se ramasser débordé, là. C'est un petit peu ce qu'on a expliqué comme situation ce matin. Ben, autant que quand que la région, c'est florissant, qu'on a vécu dans les années 2011-2012, c'était florissant. On avait des problèmes au niveau communautaire à gérer cette détresse-là qui était causée par, pas un exode, mais à ce moment-là, beaucoup de monde qui arrivait, il n'y avait pas de place à rester, ça faisait une pression. Autant que maintenant, quand on parle de pression au niveau économique, quand il y a une décroissance économique, ben derrière tout ça, il y a de l'humain, il y a des gens, il y a des personnes. Puis ces personnes-là, s'ils gagnent un peu moins ou beaucoup moins de salaire, à un moment donné, il y a quelque chose qui vira pas bien au bout du mois. Et ça crée une détresse. La détresse est souvent vécue de différentes façons par différents individus, mais la plupart du temps, cette détresse-là apporte des problèmes familiaux, des problèmes personnels, de consommation ou de façon différente de gérer cette crise-là, parce qu'on se dit que c'est une crise. Cette île vit présentement une forme de crise. Il faut envoyer un message positif qui fait très bon vivre à cette île. Mais il faut continuer de vivre à cette île. Là, présentement, il y a beaucoup de familles qui existent à cette île. Ils attendent un message positif de la part des entreprises. Mais les entreprises sont à bout de souffle. Donc, ça prend le gouvernement. On dit tout le temps, il faut que ce soit le gouvernement qui nous donne un coup de souffle. Oui, parce que c'est nos taxes. On veut qu'il y ait un retour du balancier. On veut que le gouvernement prenne la pole position pour annoncer des choses positives, pour redonner un souffle à notre vie à cette île. Ça me faisait plaisir de me joindre au collectif Agir à venir, parce qu'il faut agir. Et puis, il faut pas toujours se fier sur nos hommes et femmes politiques qui vont faire pour nous autres. C'est nous qui doit se prendre en main. Donc, le message, c'est ça. Nous, à cette île, entreprise, le collectif l'a très bien montré, le milieu de l'éducation, le milieu communautaire, on vient de se joindre les autres. Du moins, Transit, cette île, on vient de se joindre les autres. J'y crois, mais il faut envoyer un message positif. La détresse qu'on vit à tous les jours, des gens qui viennent sonner à notre porte, je veux plus voir ça. Mais la seule façon de ne plus voir ça, c'est d'envoyer des messages positifs aux êtres humains qui tentent de vivre à cette île. Oui. Et la situation qui a été décrite dans les PME, est-ce qu'on a les bonnes solutions? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est des projets créateurs d'emplois. Là, on aimerait ça que les projets qu'on entend parler depuis longtemps, comme Minarno, Champion Iron, démarrent. La solution à la crise, c'est des emplois, finalement. Là. Même quand on parle de détresse, un emploi, ça règle pas juste la situation économique. Des fois, ça stabilise la personne aussi. C'est valorisant de travailler. Moi, je pense que oui. Et dévalorisant d'être au chômage, en maudit. Je connais pas beaucoup
beaucoup de monde qui ont jamais été sans emploi pour une petite période de leur vie. On s'entend-tu que la vie, ça ralentit au tel point qu'on se demande où est-ce qu'on est, quel jour on est, ces choses-là. Si on vit ça pour une trop longue période, on risque de stagner là-dedans, puis la détresse embarque rapidement à ce moment-là. Il faut... oui, c'est une solution. Le collectif, c'est une des solutions. C'est pas la seule solution. Mais si le milieu vif à cette île peut se prendre en main et aller dans une seule voie, se rendre voir nos gouvernements provinciaux, principalement et fédéral, pour dire, go là, mettez le coup de barre qu'il faut pour donner de l'espoir à nos citoyens à cette île. Peut-être que l'économie va reprendre à ce moment-là. Il y a de l'espoir, les gens vont se remettre à consommer. Puis s'il y a des entreprises, puis c'est ce qu'on vise clairement, qu'il y a des entreprises qui partent à cette île, des grandes entreprises. C'est pas vrai que oui, tu sais, l'entrepreneurship c'est important, c'est archi important, mais ça nous prend des grands donneurs d'ordre dans n'importe où. Moi, en tout cas, quand je suis arrivé à cette île, je suis venu parce qu'il y avait des minières qui chippaient du minerai à partir de cette île. S'il n'y avait pas eu de ces minières-là, cette île n'existerait pas. Fait que moi, je vis à cette île, je vis très bien à cette île, je suis heureux de vivre à cette île parce que je me suis fait à l'idée que je venais travailler dans un milieu où il y avait des grandes minières, puis des petites et moyennes PME qui gravitaient autour de ça. Ouais. Eh bien, Nicolas Lapierre, en terminant, là, il y a même un entrepreneur qui s'est permis de dire ce matin, ce qu'il faut, c'est des projets économiques. Puis si certains élus ne voient pas ça, ben qu'ils se taisent. Est-ce que tu trouves quand même que on travaille de la bonne façon actuellement pour s'en sortir de cette fameuse crise économique? Oui. Je pense qu'on s'y prend bien. En tout cas, l'objectif du collectif, c'est justement de sortir de ça. Et je suis très enthousiaste que les différents élus vont nous supporter dans nos démarches. Alors maintenant, il n'en tient qu'à eux de mettre l'épaule à la roue et de s'assurer que les gens vont vouloir continuer d'habiter le territoire. Nous, en termes de collectif, on continue nos actions. Les élus ont la prérogative de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Ce qu'on nous a expliqué à la conférence de presse ce matin, là, c'est que vous avez une rencontre qui s'en vient avec Lorraine Richard, il y a une rencontre qui s'en vient avec le conseil municipal et le maire de cette île. On veut pas être en guerre avec ce monde-là, on veut les expliquer finalement. Oui, absolument. Honnêtement, là, puis je veux bien me faire comprendre, on n'a pas beaucoup de temps à perdre le collectif avec des polémiques qu'il pourrait avoir par rapport au collectif. Nous, ce qu'on cherche, c'est à redynamiser la région. Fait qu'on multiplie les actions. C'est notre deuxième conférence de presse. On est en train de travailler pour avoir une rencontre avec le ministre Arcan qui devrait se mettre en branle bientôt. On a rencontré la députée de Manicouagan, Mme Gill, qui nous a supporté et qui a salué notre initiative. Et puis, évidemment, on va aller s'asseoir avec le conseil de ville, puis on va aller s'asseoir avec Mme Richard aussi qui a sollicité une rencontre. Écoutez, là, je pense que les gens sont à même de voir que le collectif, c'est une belle et une bonne initiative, que tout le monde devrait s'emprêter de supporter et d'endosser. Eh bien, Nicolas Lapierre du collectif Cette-Île Agir Avenir et coordonnateur des métallos pour la Côte-Nord, Doris Nadeau de Transit Cette-Île, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Vous êtes bienvenue. Merci. Dans quelques instants, on s'entretient avec le maire de Havre-Saint-Pierre. Actualité Pure FM. Bonjour, je suis Carole Bérubé de Cette-Île Embellissement Nutrit Côte-Nord. J'ai décidé de venir faire affaire avec la radio parce qu'on m'a abordé puis on m'a proposé un très beau concept que je trouve merveilleux. Puis je trouve que c'est très, très profitable pour notre compagnie. C'est très rapide et puis on entend souvent notre nom revenir. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre d'appels puis même le monde autour de moi qui m'en parle, là, qui me disent « Oh mon Dieu, on t'a entendu à la radio même. » Ça a une très, très bonne impact. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Le maire de Havre-Saint-Pierre, Bermance Boudreau, a participé à une réunion du comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec tout récemment, la semaine dernière. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Hein. On parle entre autres des tarifs aériens, des dessertes, des infrastructures au niveau de nos aéroports entre les municipalités et le gouvernement. On va en parler donc de ce sujet, des billets d'avion, entre autres très élevé, le coût des billets d'avion en région. Bermance Boudreau, bonjour. Bonjour. Peut-être avant de parler de tarifs aériens, Bermance, j'aimerais
qu'on parle un peu de la situation économique à Havre-Saint-Pierre. Là, je pense que chez Rio Tinto, Fer et Titane, le retour au travail s'est fait cette semaine après 2 années plutôt difficiles. Là. Il semble qu'on a encore une 3e année de production réduite. Ça affecte toute l'économie de votre communauté, ça, hein? Oui, bien sûr. Mais là, avec le début du mois d'avril, les gens reprennent le travail. Il y a quand même une bonne partie des gens qui ont travaillé plus longtemps que prévu aussi. Donc ça a quand même amélioré. C'est pas 100% de ce qu'on connaissait avant. Oui. Mais ça se maintient au moins dans les orientations qui avaient été annoncées. Déjà là, il faut prendre ça de façon positive et espérer que les prochaines années seront meilleures. Ouais, c'est quand même le moteur, hein, le cœur de l'économie de la Mingani, QIT, Fer et Titane. On la veut encore pour longtemps, la compagnie minière dans le décor chez vous, j'imagine. Ben oui, elle est au-delà de 60 ans, mais on veut qu'elle continue pour encore de nombreuses années, c'est bien sûr. Est-ce qu'on a espoir quand même? On discute avec les dirigeants de la compagnie sur le plan politique. L'entreprise est encore là pour rester? On a des relations très très souvent avec les gens de Rio Tinto. On voit ça de façon positive, ce que c'est qu'ils nous disent et ce que c'est qu'on voit là. Juste le fait que ça continue au moins dans les prévisions. Notre crainte au début, quand il y avait eu un ralentissement, c'était de se faire dire ça, puis après ça, de plus tard, de se faire dire, mais que c'était encore plus problématique. Mais au moins, ça se déroule comme prévu. On espère que ça va s'améliorer encore, mais on garde toujours espoir. Parce qu'actuellement, à Havre-Saint-Pierre, en Mingani, ça roule pas plus. L'économie roule pas plus qu'à Sept-Îles et Port-Cartier. Là. On espère de l'aide des gouvernements. Le chantier Romaine, ça compense pas autant qu'on aurait aimé chez vous, hein? Ben non, c'est sûr que toute la Côte-Nord, hein, c'est difficile par les temps qui courent. On pensait qu'on était parti sur un air d'aller intéressante là, avec la Romaine qui se construisait, ce que Rio Tinto avait annoncé en 2010, les emplois permanents qui nous resteraient après la construction de la Romaine. Mais tout ça, finalement, fait qu'on a subi le ralentissement dans le dossier des mines particulièrement. Et au niveau des retombées romaines, on aurait toujours voulu en avoir plus que ce que c'est qu'on a eu, bien sûr, mais il faut faire avec. À Sept-Îles, on nous disait récemment qu'il y avait encore des PME qui sont menacées de fermeture. On a moins de contrats pour la grande industrie. C'est un peu le cas aussi à Havre-Saint-Pierre. Est-ce qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'économie locale, finalement, quand on est maire d'une municipalité? On n'a pas tant de marge de manœuvre puis de pouvoir que ça, là. On a très peu de marge de manœuvre et de pouvoir. Ce qui est arrivé ici, il y a quand même eu une conjoncture où on avait des travaux importants qui étaient annoncés. Exemple, la construction du complexe aquatique qui est un 15 millions, la caserne incendie qui est un autre 5 millions. C'est des choses qui sont faites dans les 2 dernières années qui ont quand même permis à des gens de la construction d'être capables de travailler aussi. C'est pas les municipalités qui investissent de façon directe dans des entreprises pour les développer, là. Donc, les municipalités sont capables de compenser par des travaux comme ça qui se font, de pas ralentir les investissements, même si c'est en période un peu plus difficile, parce que ça permet de se préparer pour être plus près quand il y a une reprise qui va se faire. Havre-Saint-Pierre n'est quand même pas une ville mono-industrielle. Il y a une mine, mais il y a aussi du tourisme. Il y a d'autres activités économiques dans les pêches aussi, une usine de transformation. Ce qu'on souhaite, c'est davantage de diversification quand même, hein? Ben, c'est ça, mais on a toujours l'industrie de la pêche qui fonctionne, l'usine qui fonctionne aussi. C'est sûr que l'avenue des 4 barrages permet d'avoir des emplois permanents qui restent après, donc c'est une autre diversification en hydroélectricité. Et la municipalité, au niveau de son budget de 2017, a quand même installé un nouveau poste dans son équipe de cadre, qui est une coordonnatrice au développement touristique, parce que nous, on a identifié que le tourisme est une portion de diversification intéressante et c'est peut-être celle qu'on a plus le moyen d'agir dessus à plus court terme. Donc, c'est pour ça qu'on a réagi comme ça. Depuis le début de 2017, on a quelqu'un qui travaille activement sur ce dossier-là. Oui, on a quand même un bon leader avec Parc Canada du côté de Havre-Saint-Pierre et de Longue-Pointe de Mingan, qui est très impliqué aussi. C'est le 150e du Canada cette année. Il y aura possiblement plein d'activités spéciales. Ça peut être une bonne année de tourisme qui s'en vient pour la Mingani, là. Ben, on pense que oui. Il y a plusieurs activités spéciales qui sont annoncées pour l'été. C'est sûr que Parc Canada, c'est la locomotive du tourisme. C'est un produit d'appel qui est très intéressant pour nous autres. Donc, il faut travailler autour de ça. Il y a tout le dossier des croisières internationales aussi qui est en progression. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas juste une activité qui va générer notre diversification, mais il faut greffer autour de ça un paquet de petites activités qui, en même temps, va aider le tourisme, va aider aussi la qualité de vie de nos gens qui vivent sur le territoire, parce que les infrastructures qu'on fait au niveau touristique servent aussi pour l'ensemble de la communauté. Oui, quand Sept-Îles et Port-Cartier demandent un fonds d'urgence pour aider les petites et moyennes entreprises, j'imagine qu'il serait utile à toute la région Côte-Nord. En Mingani, ce serait bienvenu aussi, ça. C'est bien sûr que c'est utile pour tout le monde, hein. On est dans une période où, avec le ralentissement, il faut permettre à ces entreprises-là d'être capables de continuer pour lorsqu'il y aura une reprise plus importante, mais qui soit sur place pour être capable de continuer à desservir. Et pour revenir aux aéroports régionaux, aux tarifs, au coût des billets d'avion, c'est ce genre de choses qui n'aident pas à développer les régions non plus, là.
là. La question de l'accessibilité, c'est important. Ben, le premier élément dans peu importe le projet qu'on travaille, c'est toujours des questions de transport. Donc, c'est important de bien soutenir nos infrastructures de transport, autant au niveau aéroportuaire qu'au niveau, au niveau aussi de la route, au niveau de toutes les facilités d'accès. Mais par rapport au comité sur les aéroports régionaux, là, oui, c'est un comité qui travaille en préparation du sommet que le gouvernement du Québec a annoncé pour, en principe, devait être en 2016. Il l'a annoncé en 2016, mais devrait se tenir en février 2018. Donc, c'est sûr que ce comité-là travaille à préparer l'argumentaire, entre autres au niveau des billets de transport qu'on sait qu'ils sont extrêmement dispendieux. Hein. C'est pas donné quand on a à se déplacer soit d'Havre-Saint-Pierre ou même de Sept-Îles pour aller à Québec et Montréal. Donc, oui, c'est une partie importante du dossier. Et quand on parle là-dedans, ça inclut aussi la desserte, le nombre de vols. Hein. Il faut qu'il y ait des vols. Par exemple, à Havre-Saint-Pierre, les gens peuvent prendre l'avion du Havre ou encore venir le prendre à l'aéroport de Sept-Îles, quoi? Ben, c'est ça. C'est les deux opportunités. Ça dépend toujours des besoins. Ça dépend de la longueur du déplacement qu'on fait. Faut ajuster les horaires avec ça parce que dans les fonctions qu'on fait là, une bonne partie de notre travail, c'est du déplacement. Donc, faut s'assurer de le rentabiliser le plus possible. Ben, on nous dit qu'il y a des temps dans l'année là où ça coûte plus cher Sept-Îles, Montréal, aller-retour que Montréal, Paris, aller-retour. C'est le genre de choses qui est pas logique sur le plan économique, là. En fait, c'est la logique du volume qui prime, ce qui devrait pas nécessairement. Ben, ça n'a pas de logique parce que ça nous amène des coûts importants, hein, autant au niveau public, autant au niveau municipal que des entreprises aussi qui ont besoin de se déplacer à l'extérieur. Donc, c'est sûr que dans un voyage, si tu vas à Havre-Saint-Pierre ou Sept-Îles, Québec, aller-retour, puis que tu achètes un billet puis qui te coûte 1000$, c'est très dispendieux. Je pense que c'est important, tant pour Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Port-Cartier, de participer à ces rencontres-là avec l'Union des municipalités. La question du transport, quand on est sur la Côte-Nord, c'est souvent très, très important, là. Il y a beaucoup d'investissements de souhaiter, oui, entre autres le prolongement de la route 138, la desserte maritime, tout ça. Ouais, ça, c'est tous des éléments importants, puis c'est sûr que la route 138 devient un élément intéressant, prioritaire, parce que quand on parle de développer soit du tourisme ou d'autres choses, la route a une importance. En partant, si on était capable d'établir un lien routier jusqu'à la base Côte-Nord, je pense que ça améliorerait de beaucoup notre industrie touristique. Oui, et d'ailleurs, l'industrie touristique de la Mingani prendrait volontiers un projet de traversier pour rendre accessible Anticosti qui peut devenir patrimoine mondial là, dans la prochaine année. Un accès à Anticosti, ça prend l'aide de l'État aussi pour ces projets-là, hein? C'est un peu ça? C'est des dossiers qui se travaillent actuellement, qui sont déposés et qui évoluent avec le temps, mais c'est des dossiers qui ne seront pas possibles s'il n'y a pas une aide de l'État dans ces dossiers-là. Ça, c'est bien clair. On n'est quand même pas des masses de population importantes là, pour soutenir des projets de cette envergure-là. Ça prend le support du gouvernement. Il faut qu'il le garde plus faut que ça soit plus qu'un lien strictement touristique, que ce soit un lien aussi qui sert à désenclaver les Anticosti, que ce soit un lien qui ait des retombées économiques aussi dans ce volet-là. Donc, il faut le garder dans l'ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à garder là. Ça se travaille actuellement. Et bien sûr, ça prend de la volonté politique. Le comté vote pour le PQ depuis longtemps. Quand c'est les libéraux au pouvoir, ça fait quelques années que vous êtes là, M. Boudreau. Là. Est-ce que vous en sentez de la volonté politique dans vos rencontres avec Pierre Arcan, par exemple, ou d'autres porte-parole du gouvernement libéral? Là? Ben, je pense qu'il y a de la volonté politique. Il faut apprécier ce qui se fait. Je pense qu'on y pourrait s'en faire plus. Mais en même temps qu'on dit qu'il y a de la volonté politique, il y a quand même, on est quand même juste deux comtés hein, sur le Québec. C'est même si nos politiciens essayent de nous représenter du mieux possible, c'est deux personnes. On n'a pas de ministre non plus. On sait que les forces politiques d'attraction sont dans d'autres régions. Il faut être capable de travailler avec tout ça. Ben, Bermance Boudreau, maire de Havre-Saint-Pierre, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude avec les gens de Sept-Îles Port-Cartier ce midi. Ça fait plaisir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. À notre chronique économique aujourd'hui, on va parler entre autres du gaz naturel qu'on souhaite depuis tant d'années sur la Côte-Nord. Russell Tremblay de Développement économique Sept-Îles est avec nous. Bonjour Russell. Allô Jean. Russell, le gaz naturel, on aurait peut-être aimé avoir une petite note là, dans le budget du gouvernement du Québec la semaine dernière pour annoncer peut-être qu'on regarde ça de près du côté du gouvernement du Québec. C'est vrai que le gaz naturel, on en veut sur la Côte-Nord. Est-ce qu'on est encore loin du succès dans ce dossier-là? Ben, ça dépend par
Qu'est-ce qu'on entend par loin? Il y a encore beaucoup d'efforts à mettre. Oui, effectivement, on aurait aimé ça là, qu'on ait une bonne nouvelle comme en 2011 quand le gouvernement avait donné des gros montants là, à Gaz Métro pour faire des études pour acheminer le gaz naturel là, sur la Côte-Nord avec un échéancier très précis qui malheureusement ne s'est pas avéré. Mais d'un autre côté, il faut quand même se souvenir que le dossier du gaz naturel en 2016, les deux choses qui ne devaient pas arriva, c'est-à-dire qu'une chute des matières premières, donc au niveau du fer, et une chute du prix des produits pétroliers. Donc, ça a fait en sorte que même si tous les grands donneurs d'ordre sur le territoire veulent encore du gaz naturel, il n'y avait pas les moyens de leur ambition. Puis, c'était plus difficile à essayer de faire beaucoup d'actions parce que la grande entreprise n'aurait pas été au rendez-vous parce qu'il y avait d'autres défis à relever entre-temps. Là, la donne a beaucoup changé depuis ce temps-là. Nous, on a décidé là, de tout le monde ensemble de travailler beaucoup plus pour ramener le dossier du gaz naturel au goût du jour parce que, quand on n'en parle plus, c'est un dossier qui tombe sur la pile de tous les dossiers urgents au gouvernement, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup au gouvernement de dossiers urgents, donc ça devient... Et plusieurs qui viennent de la Côte-Nord. C'est ça. Donc, il y avait d'autres urgences à créer, sauf que là, l'urgence, elle revient, parce qu'on a des grands donneurs d'ordre sur le territoire qui ont besoin de gaz naturel aussitôt que 2018. Oui. Donc, nous, notre objectif, c'est toujours essayer de trouver une façon d'amener, dans un premier temps, du gaz naturel sous format liquide, parce que même si on a un jour un gazoduc jusqu'à Sept-Îles, il va toujours avoir besoin d'avoir du gaz naturel sous format liquide pour toute la fosse du Labrador, pour tous les camions miniers, tous les trains, les locomotives qui ont besoin de diesel, parce que le gaz naturel sous format gazeux remplace le combustible qui va dans les usines. Mais toute la question du diesel, ça prend un format liquide parce qu'on s'entend qu'on peut pas mettre un tuyau à côté d'un camion minier qui se promène dans un gisement ou même une locomotive. Donc, ça prend quelque chose au niveau liquide. Donc, nous, actuellement, on travaille à ramener ce dossier-là au goût du jour. Il y a quand même des efforts à faire au niveau politique. Il y a également aussi des solutions à amener parce qu'on s'entend que dans le temps, il y avait le projet de Stolt-Talent-Gas qui est totalement là, sur la glace là, du côté de Bécancour. Et même au-delà de ça, c'était tellement des coûts d'une ampleur qui était quasiment 1 milliard là, faire l'usine à Bécancour. On voyait pas comment il faut arriver à avoir un prix de la molécule qui ferait tout à fait du sens pour nos entreprises ici. Parce qu'on s'entend, on n'est pas des citoyens de seconde zone ici. On va avoir le prix du gaz naturel le même prix que le sud du Québec. Un petit peu la même logique au niveau de l'hydroélectrique. La logique serait qu'on aurait notre électricité beaucoup moins chère que le sud du Québec parce qu'on est à côté des barrages. Mais dans un souci de justice économique pour tous au Québec, tout le monde paye le même prix de l'électricité. Pourquoi qu'on n'aurait pas la même chose au niveau du gaz naturel? Alors, si on se souvient bien, dans le temps, on avait une prime Côte-Nord sur laquelle on s'est toujours battu pour empêcher ça. Les grands donneurs d'ordre se sont braqués également pour pas avoir une prime Côte-Nord. Et c'est ce qu'on s'attend encore aujourd'hui. En fait, c'est un dossier économique d'abord, mais c'est aussi un dossier environnemental. Hein. La nécessité du gaz naturel sur la Côte-Nord, faut le rappeler, c'est de remplacer le mazout lourd. Là. On se souvient du déversement à l'époque de Cliff dans la baie de Sept-Îles, c'était du mazout lourd qui sont dans des réservoirs à Pointe-Noire. C'est ce genre d'affaires-là qu'on veut éliminer de la région. Il y aurait vraiment des avantages verts aussi, je pense. C'est tout à fait un avantage vert parce que la chose qu'on doit savoir, le gaz naturel est nécessaire parce que on peut pas remplacer les procédés qui utilisent des combustibles fossiles, donc qui prennent une flamme, par l'électricité, parce que c'est pas compétitif du tout. Donc, qui se met à la blague, on peut dire que pour remplacer le mazout chez ArcelorMittal, si on voudrait remplacer ça par l'électricité, il faudrait quasiment recréer 2 autres projets romaines pour juste satisfaire l'usine de Port-Cartier, parce que le mazout lourd a ou les combustibles fossiles comme le gaz naturel, des très grandes propriétés thermiques. Donc, pour faire une flamme, c'est ce que ça prend. D'un autre côté, c'est sûr que pour aider les Arcelor, les Alouettes, l'usine de bouletage, l'ancienne usine de bouletage de Cliff là, qui va réouvrir un jour, ou même Alcoa à Bécomo, c'est intéressant d'amener le gaz naturel, mais pour une optique de développement économique, nous, on veut le gaz naturel pas seulement pour satisfaire les entreprises qui sont déjà en place, si on veut amener la Côte-Nord à un autre niveau. Donc, parler de transformation. Quand on parle de transformation, ça prend toujours une flamme. Donc, encore une fois, les propriétés thermiques sont absolument nécessaires d'avoir le gaz naturel, mais également aussi d'avoir le C dans la composition chimique du gaz naturel. Donc, du gaz naturel, là, sans tomber dans un cours de chimie, là, c'est du CH4, donc du carbone puis l'hydrogène, 4 molécules d'hydrogène. Donc, quand on fait de l'acier, on a besoin d'avoir du carbone pour faire la composition chimique de l'acier. Donc, les gens ont besoin de gaz naturel pour carrément la production là, d'acier. C'est un petit peu le même procédé aussi au niveau là, de les anodes. Donc, on a besoin de carbone, donc on a besoin d'avoir
avoir aussi là, des procédés là, qui utilisent ce genre d'énergie-là. Donc, on le voit, ça serait pas seulement utile pour nos grands joueurs économiques sur la Côte-Nord déjà existants, déjà implantés, mais quand on parle de développement de nouveaux projets, là, ça permettrait de rendre rentable certains projets qui ne le sont pas. L'autre élément, il y a toujours une coalition plein gaz sur la Côte-Nord, ça existe encore, ça? Ouais, la coalition plein gaz au Nord existe encore, mais comme je vous disais, c'est plus difficile étant donné que le prix des matières premières, et même si on a eu une certaine forme d'embellie dans les derniers mois, la priorité, c'est pas supposé, les prévisions disent que ça va pas, des prix vont se maintenir, ça va encore chuter. Donc, eux, leur gros priorité, c'est de s'assurer là, de garder les entreprises à flot. Donc, ils sont pas dans la vision d'investir massivement pour changer leur usine de brûleurs, leur usine, là, ça coûte quand même des coûts de conversion qui sont quand même assez élevés. Donc, ils sont un petit peu moins là. Mais de l'autre côté qu'il faut savoir aussi, toute la question de la maintenance, parce que on s'entend que toute la question des huiles lourdes, que ce soit le mazout lourd, que ce soit tous les formats qu'on connaît, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les formats des mazout lourds, là, ça prend, c'est souvent de la scrap, donc c'est ce qu'on prend pas dans les carburants de haut niveau. C'est ce genre d'huile-là qu'on utilise dans nos usines. Ça fait beaucoup de résidus dans les usines, donc il y a des frais de maintenance beaucoup plus élevés. Donc juste une question de maintenance, ça va faire une différence. Un projet comme Champion, comme Alderon, comme Tata Steel et New Millennium, qui ont des usines qui ont besoin de gaz naturel ou de mazout, si on peut leur offrir une solution gaz naturel, peut-être que ces projets-là, qui actuellement, ils ont peut-être 10, 15, 25% de chances de se réaliser dans un avenir prévisible, vont peut-être monter à 35, 40. 45, là, je vous donne des chiffres au hasard comme ça, mais vous comprenez un petit peu que ça donne de meilleures chances à ces projets-là de voir le jour si on amène le gaz naturel à un prix compétitif. En terminant, Russell, je suis content que tu prennes tes exemples dans l'industrie du fer. Tu as nommé Champion, Alderon. On semble qu'il y a eu une reprise du prix du fer sur les marchés mondiaux. Là, ça semble s'estomper. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes. Toi, est-ce que tu es confiant de voir émerger des projets comme Champion? Ce matin, on a quand même un communiqué là, avec des informations intéressantes sur le projet Camille d'Alderon également. La relance dans l'industrie du fer, même si on veut se diversifier, là, être moins mono-industriel, on aimerait ça quand même. Là. Ouais, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, oui, les prévisions nous disent que les prix vont chuter. Peut-être pas à la même hauteur là, que 2016 puis fin 2015. Ce qu'il faut comprendre pour ces projets de cette ampleur-là, c'est pas quand le prix est rendu à 150 $ la tonne que les projets peuvent voir le jour. On devrait être prêt à en extraire quand il est à 150 $. C'est ça. Donc, ça va être quand les prévisions vont commencer à nous dire que dans 2 ans, les prix vont augmenter. C'est là que les projets risquent de voir le jour parce que ça prend toujours à peu près 2 ans là, à construire ce genre de projet-là. Donc, ça va être quand les joueurs vont commencer à se dire, bon, nous, on pense que les prix vont monter à tel temps donné. On va commencer à construire en fonction d'être prêt à ce moment-là. Parce que le but, c'est d'être capable de produire exactement quand le prix devient hyper intéressant pour commencer à donner que les projets, quand ils vont commencer à voir le jour, qu'ils soient sur des bonnes dispositions puis commencent déjà à accumuler l'argent pour être prêts s'il y a un cycle plus baissier. Quand tu investis dans une situation comme on a pu voir avec Cliff là, en 2010 quand ils ont acheté Consolidated Thompson, ça fait en sorte finalement que tu payes beaucoup trop cher. Puis finalement, les coûts financiers reliés à ton achat, ça fait en sorte que ça fragilise tes opérations, puis au final, il arrive ce qui arrive, que tu fais des choix très difficiles qui vont jusqu'à la fermeture parfois. Là. C'est tellement des gros montants aussi pour relancer. Alderon, ils ont besoin d'1 milliard. Là, c'est quand même pas de la petite argent. Dans le cas de Champion, Steve Chapado nous expliquait cette semaine un peu là, le financement à ce niveau-là. Eux autres, ils ont quand même déjà un bon actif. Là. C'est peut-être là que sont nos meilleurs espoirs du côté de Champion, la réouverture de Bloom Lake. En fait, Champion, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'entend, oui, 327 millions, c'est quand même c'est des gros montants quand même. C'est pas un petit montant, c'est ça, c'est un gros montant. Mais quand on regarde avec tous les projets similaires, on parle quand on veut produire 8 millions, c'est à peu près tout près d'1 milliard chacun des projets. Donc t'es quand même finalement 30% c'est ce genre de coût-là. Et aussi le projet de Champion, il a quand même été en opération pendant quelques années. Donc, t'as pas de mauvaise surprise quand tu commences à creuser ton pit ou quand tu commences à opérer. T'as pas de mauvaise surprise parce que tu sais qu'est-ce que tu vas t'attendre. Donc, ça, c'est une certitude qui est intéressante pour ce genre de projet-là. Parce qu'au niveau minier, c'est toujours ça. On paye beaucoup pour un risque, des incertitudes qu'on peut pas prévoir juste quand on commence à opérer. Et dans le cas de Champion avec son projet de Bloom Lake, c'est extrêmement intéressant là, pour tous les investisseurs potentiels, au-delà du coût qui est vraiment plus bas que les autres projets de cette ampleur-là. Donc, si un projet qui est pour voir le jour rapidement ou qui est
Donc, si on aurait un petit 2 à mettre sur un projet qui va décoller en premier, je pense que Champion, ça pourrait être un bon choix, là. Si on a 350 millions à donner dans un projet qui risque de rapporter un jour, c'est le temps d'aller voir les gens de Champion. Russell Tremblay, de porte-parole de Développement économique Sept-Îles, un gros merci pour cette chronique aujourd'hui. C'est un plaisir, Jean. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Ben Valérie, ça complète cette émission un peu spéciale du mercredi. On est quoi, le 5 avril aujourd'hui? Oui, avec un petit peu de neige qui tombe. Je sais que tu viens de la même région que moi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais pas si ça peut nous encourager, mais c'est la tempête des poteaux là-bas. Donc la neige colle après les poteaux, c'est supposé être la dernière. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça se rende à cette île. C'est vrai qu'on disait ça dans mon jeune temps. La tempête des poteaux, quand ça colle, c'est que ça achève, c'est la dernière. Exactement. On peut rappeler, Valérie, ce que nous disait Claude Bureau, le directeur de la ville, en début d'émission Côte-Nord Attitude. Là, on en a pour encore 24 heures avant que l'eau redevienne à peu près normale là, dans le réseau d'aqueduc de la ville de Sept-Îles. Hein? Oui, tout à fait. Donc, faudra bien sûr être patient. Pour ceux qui ont une eau couleur brunâtre, une eau qui est trouble, bien sûr, c'est de ne pas consommer cette eau-là, pas faire de lavage, moins éviter, bien sûr, de consommer l'eau le plus possible. Et pour ceux là qui ont une eau qui est claire, c'est un avis d'ébullition, mais eux aussi sont quand même invités à réduire la consommation d'eau, disons, là, pour les prochaines heures, pour les prochains jours. On va vous tenir au courant au cours de nos prochains bulletins de nouvelles de l'évaluation de la situation concernant le réseau d'aqueduc à Sept-Îles. Demain, Côte-Nord Attitude, je co-anime avec Tommy Auger de Cogeco TV. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir Valérie, bonne journée. Bye.